Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Marion Colombani, photographe de talent qui aime célébrer la beauté de l'instant et de l'imperfection sans artifice ni retouche. J'ai découvert son univers grâce à la magie d'Instagram. J'ai tout de suite été captivée par l'émotion qui se dégage de ses portraits où la lumière joue un rôle à part entière. Campagne pour des grandes marques de luxe, portraits et mariage, elle n'aime pas être enfermée dans une case. Sensible et proche de ses sujets, elle aime documenter l'amour et la connexion humaine. Là, depuis 2 ans, c'est vraiment mon activité principale. Sa signature, se faire discrète pour saisir l'authenticité de chaque instant. Vraiment, j'aimerais bien que ce soit comme un souvenir un peu, tu vois, capturé et que les gens puissent le voir, le revoir à l'infini, quoi. Et dans un monde où l'agisme et les stéréotypes persistent, Marion lutte pour la reconnaissance de la beauté naturelle à tout âge. La femme doit être jeune, et si elle n'est pas jeune, elle est un peu périmée. Comment a-t-elle réussi à se faire une place ? Comment est-ce qu'elle gère le syndrome de l'imposteur ? Quel message souhaite-t-elle transmettre à travers ses photos ? Sans plus attendre, je t'invite à découvrir le monde sensible de Marion et ses confidences à mon micro. Bonne écoute ! Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Et, merci à toi. Et d'introniser ce podcast. Bah oui, c'est un honneur. Alors du coup, on va commencer l'interview par te présenter, mais avant ça, j'aimerais savoir comment ça va sur une échelle de 1 à 10. Ça va. Écoute, moi, mon humeur dépend pas mal de la météo, donc là, ça va pas non plus de ouf, mais ça va. Ça va. En fait, moi, je suis toujours très bien chez moi, donc j'ai toujours là le matin chez moi, tranquille, en bonne compagnie. Tout va bien. Bah, merci de nous accueillir d'ailleurs. Avec plaisir. Donc, on est bien entouré par des chats et des belles plantes, dont toi. Du coup, avant de te demander de te présenter, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît bien de te présenter avec ces mots. Donc, je vais te laisser écouter. Voilà, je suis Jonathan, le fiancé de Marion. On s'est rencontrés via Facebook il y a à peu près 6 ans et ce qui m'a tout de suite plu chez elle, moi, c'est sa sensibilité. Je pense que c'est une qualité qui se voit dans son travail, d'ailleurs, dans ses photos. Marion, en fait, elle est juste douée avec les gens. Elle a un don pour comprendre certaines choses. Elle sait mettre à peu près n'importe qui à l'aise. D'ailleurs, tous les gamins l'adorent. Elle se fait des potes partout où elle va. Faut vraiment le voir pour le croire. C'est aussi une des personnes les plus souriantes que je connaisse. Elle est d'une douceur vraiment incroyable et à la fois elle est d'une fermeté assez dingue dans ses combats et ses convictions. C'est une force qui se retrouve aussi dans la vie de tous les jours parce qu'elle a tendance à foncer quand elle a décidé un truc et moi c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Elle est là pour aider les autres et même dans son boulot, elle hésite jamais à se dépasser pour que les gens soient heureux et contents des photos qu'ils auront, qu'ils aient vraiment le meilleur souvenir possible. Et je pense que c'est un peu pour tout ça que c'est vraiment la plus belle personne que je connaisse. Je suis extrêmement fier d'elle et de ce qu'elle fait. J'ai vraiment une chance folle de partager sa vie. Trop mignon, trop touchant. C'est trop bien de faire ça. Tu trouves que du coup il y a des choses qui enfin, qu'est-ce que ça t'évoque Le côté têtu et fonceuse, ouais, un peu. C'est vrai que quand on me voit, je suis très douce, très posée, mais c'est vrai que je suis un peu une teigne dans le fond. Ok. Bon, tu vas nous en dire plus. Ouais. Donc on l'a un peu compris. On a dans la description de Jonathan que du coup tu fais de la photo. Mais toi concrètement, si tu devais te décrire avec tes propres mots, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que je dirais ? Moi, je dirais que c'est quand même, je suis quand même plus une amoureuse de la nature et tout ça. En fait, la photo, c'est un média. Moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire. C'était plus mon truc. Et en fait, ça s'est un peu transformé. Je pense que j'ai toujours aimé ce qui était art visuel. Et la photo, ça a été un peu, il fallait aussi que je gagne ma vie. Donc, il y a eu un peu ce truc de plein de choses qui se sont entremêlées et ça a été la photo, mais je pense que ça aurait pu être plein de choses. Ok. Bon, tu vas nous en dire plus. Notamment. Bon, du coup, parfaite transition, parce que j'aimerais qu'on débute notre discussion en remontant dans le temps. Mmh. Et j'aimerais d'abord commencer à te poser la question, savoir ce que tu voulais faire quand tu étais petite. J'ai voulu faire beaucoup de choses quand j'étais petite. Écrivain au tout début, et après je voulais être vétérinaire.
En fait, j'ai fait un stage chez un vétérinaire du coup en 3e qui s'est bien passé, mais j'étais un peu déçue parce que moi, ce que je voulais, c'était m'occuper des animaux. Et en fait, je me rendais compte que vétérinaire, tu voyais un peu les animaux passer, mais soit ils étaient endormis parce que tu les opérais, que finalement, tu n'avais pas tant que ça de contact avec les animaux. Et moi, c'était vraiment ce que je voulais, donc j'étais un peu déçue. Et moi, à côté, j'avais toujours aimé les lettres. J'aime bien les langues. J'ai fait allemand, j'ai fait anglais, latin, toutes les langues que je pouvais faire au lycée, je les ai faites. Et ça a été super dur pour moi de choisir une filière. Ça a toujours été compliqué. Je me suis retrouvée à faire une filière L, option maths. Donc on était 6, je crois, 6 dans le département. C'était vraiment. Moi, si j'avais pu continuer les langues et faire un petit peu de maths et surtout de bio à côté, j'aurais adoré. Mais c'est vrai qu'en France, on te met tout de suite dans une case et c'est vrai que pour moi, ça a été compliqué de choisir. Et pour finalement, tu vas faire de la photo, donc rien à voir. Mais je pense que j'étais beaucoup trop jeune à ce moment-là pour savoir ce que je voulais faire. Et tu disais que donc tes parents avaient des grosses attentes. Je pense, ouais. Toi, comment t'as géré ça justement? Comment tu t'es construite avec ces grosses attentes? En vrai, je pense que ça m'a plus poussée qu'autre chose. Et du coup, j'étais très complimentée sur le fait que j'étais quelqu'un de curieux, que j'étais quelqu'un de très autonome. Ça revenait souvent. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes, mais je suis aussi très très poussée. C'était quand même assez bienveillant. Mais c'est vrai que il y avait plein de choses que je me voyais pas faire. En fait, c'est vrai que les hautes études, ce sur quoi ça aboutissait potentiellement, ça m'intéressait pas, quoi. Je me Mais du voyais coup, pas faire Sciences Po, ou je voyais pas la finalité et l'intérêt de la chose. Est-ce que quand t'étais petite, t'avais ce que j'appelle un rôle modèle, une personne qui t'inspirait, à qui t'avais envie de ressembler plus tard? Pas vraiment. Mais je me suis toujours imaginée petite, c'est marrant, toujours avec des animaux et pas mal en train de voyager. C'est vrai que quand je repense à ce que j'imaginais de ma vie plus tard, c'est que je m'imaginais, alors pourtant j'ai jamais fait d'équitation ou quoi, mais je m'imaginais à cheval, parcourir un peu le monde, et je sais pas d'où ça vient. Intéressant cette image de femme à cheval. Ouais, je sais L'Amazone. pas du tout d'où ça vient, ouais. Ça me fait penser, moi, avant, du coup, je viens des cosmétiques et on nous a fait beaucoup travailler sur les archétypes. Donc, c'est un peu ces modèles de femmes qu'on peut retrouver dans des publicités, notamment pour les parfums. Ouais. Et l'Amazone, c'était un des archétypes de Coco Mademoiselle, publicité avec Keira Knightley quand elle est sur la moto et que tous les hommes sont à ses pieds. Voilà. Okay. Je dis ça, est-ce que petite, on t'a encouragée à prendre des risques? Oui, parce qu'en plus, je pense que j'étais une enfant très très réservée et très très. Alors, je dirais pas dans mon coin, mais c'est vrai que j'étais assez timide et mes parents me poussaient quand même. Ma mère m'a beaucoup poussée à faire des choses, aller à la boulangerie, acheter des trucs, tu vois ces trucs-là. Je pense que sinon, je serais encore plus dans mon truc. Elle m'a pas mal poussée. Elle a bien fait, je pense. Et du coup, je fais une avance dans le temps. Aujourd'hui, donc, ton activité principale, c'est photographe. Et donc, j'aimerais bien comprendre, du coup, entre la L spémat et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, tu avais effectivement toutes ces attentes de tes parents. Est-ce que, voilà, quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Il s'est passé que je suis tombée en fait sur une école de photo complètement par hasard. En fait, c'est la mère de ma meilleure amie à l'époque qui savait que je galérais à trouver mon orientation. Moi, j'avais commencé du coup à faire Hippocagne en Gain-les-Bains. J'ai pas tenu très longtemps parce que c'était quand même un rythme assez intense. Les cours commençaient à 7h30 le matin. Enfin, c'était moi qui en plus déteste me lever tôt. C'était dur de prendre le train. Je sais plus, je prenais le train à 5h. C'était un peu, voilà, j'y allais pas avec le plus grand des sourires et je me disais faut que je trouve quelque chose. Ça c'est pas mon truc. Moi je veux bien bosser, mais pas pour la Hippocane, je me voyais pas faire une grande école, je me voyais pas faire de la politique et je voulais pas non plus être prof. Ça a toujours été un peu le truc que je voulais pas faire, c'était vraiment prof. Ça revenait souvent dans les conseillers d'orientation, ce qu'ils te proposent. Je crois qu'ils savaient pas trop quoi me conseiller.
Et du coup, je cherchais, tu vois, sur Internet un petit peu ce qui était possible, et je suis tombée du coup aux portes ouvertes du coup de l'école que j'ai faite, qui s'appelle Les Fêtes, qui est à Daumesnil. Et en fait, je suis tombée tout de suite sur deux mecs hyper sympas qui m'ont fait découvrir l'école, qui m'ont fait visiter. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais photographe, en fait, ça peut être un métier, quoi. C'est quelque chose que j'envisageais pas du tout. T'avais déjà fait de la photo un peu avant ou pas Un du petit tout? peu, j'en faisais un petit peu. Je faisais les photos en soirée des copains, quoi. Tu vois, des petits souvenirs, des petits trucs. Donc j'avais déjà ce truc, cette envie de laisser un peu une trace, d'immortaliser un peu les souvenirs des gens. Mais c'est vrai que c'était un truc que je conscientisais pas forcément. Et c'est vrai que d'avoir cette école là en face de moi et les possibilités que ça offrait, je me suis dit, ah, ben, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Et je vais essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre à part de l'argent. Je sais pas de toute façon ce que je vais faire, donc je vais essayer ça. Et du coup, j'ai fait 2 ans dans cette école. Et tes parents, ils ont réagi comment? Ah, ils étaient pas joyeux au début. Après, mes parents, ils étaient sympas, ils ont jamais râlé ou quoi, mais il y avait la petite pression que tu sentais derrière, quoi. C'est ça. Je pense ils avaient très peur. Ma mère est quelqu'un, je pense, assez anxieux, et je pense qu'elle avait peur juste que ça marche pas, et que c'est vrai que les places étaient chères, quoi. Comme on dit, là actuellement dans l'école que j'ai faite, je pense on est peut-être une dizaine à continuer sur une centaine d'élèves, quoi. Les autres ont tous fait autre chose. Non, c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué. Enfin, Qui est très très prisé, en fait. Surtout, moi j'avais vu que c'était le métier numéro 1 dans les lycées, je crois 1 ou 2 ans après que je me sois lancée. Donc heureusement, on fait partie d'un petit groupe qui s'est lancé un peu avant les autres, mais c'est vrai que maintenant se lancer en tant que photographe, c'est très compliqué, je pense. et tu dirais qu'aujourd'hui, ce qui est le plus compliqué, enfin, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a, entre le moment où tu t'es lancé et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer la nature de ton Peut-être métier? bien les réseaux sociaux, ouais. Après, moi j'en ai profité aussi parce que clairement, moi j'avais aucun contact dans le monde de la photo. Ça a vraiment été Facebook à l'époque. J'ai créé ma page et puis ça s'est propagé Parce que grâce à quand tu ça. as commencé, est-ce que c'était qui tes clients? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui, tu shootes pour des grandes marques et aussi tu as une activité mariage Mm. et du coup reporter de séjours de ces journées de fête. Est-ce que aujourd'hui, enfin, comment tu équilibres entre les deux? Est-ce que, enfin, c'est quoi un peu la nature de ton activité de photographe? Là, c'est vrai que je fais beaucoup beaucoup de mariages. Ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'aimais le plus faire. C'est-à-dire plus capturer des choses que les mettre en scène. C'est vrai que la mise en scène, en fait, j'aimais bien au départ, quand j'ai commencé vraiment mon école, je voulais faire de la mode parce que c'était aussi l'image que ça véhiculait, et on nous décourageait en plus de faire autre chose à côté parce que c'était mal vu. Si on voulait travailler avec des grandes marques, il fallait un peu de prestige, donc fallait pas faire de mariage, en tout cas fallait le cacher. Et c'est vrai que moi j'ai vite pris un peu le contre-pied de ce truc-là en me disant y a pas de raison, moi j'aime bien le mariage, il y a pas de raison que je le cache, c'est pas honteux, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et là, depuis 2 ans, c'est vraiment mon activité principale. Ok. Quand tu as commencé, donc tu m'as dit que tu as utilisé les réseaux sociaux pour te faire connaître. Mm. Et ça a été quoi ton premier job? Mon premier jeu, je pense que c'était juste des portraits, comme je fais toujours actuellement, mais du coup des portraits mannequins, comédiens. C'est vraiment, je continue à en faire un petit peu, mais c'est vraiment ce par quoi j'ai commencé. C'est ce que je voulais faire à la base, c'est du portrait. Et est-ce que au fil de tes jobs, donc tu me parlais du prestige, est-ce que tu as cherché à travailler aussi avec des marques au début? C'était quoi un peu ta stratégie pour te faire connaître, pour trouver J'avais pas de stratégie. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'avais aucune stratégie. Je faisais ce que j'avais envie de faire, ce qui me plaisait. Et après, les réseaux sociaux ont fait que ça se partageait, et que ça se partageait beaucoup plus à l'époque que maintenant. C'est sûr que ça a été beaucoup plus viral, comme on dit.
Donc j'avais quand même une petite visibilité en faisant pas grand-chose, quoi, juste en publiant des collaborations. Je me rappelle les premiers modèles avec qui j'ai travaillé, on allait dans des parcs à 7 heures du matin, on faisait des tests, enfin, des images pour nous. Et c'est vrai que du coup, ça a marché comme ça s'est propagé grâce aux réseaux sociaux. Ok, canon. Est-ce que tu dirais que il y a eu un moment où tu as senti qu'il y avait vraiment un truc qui se passait, ou enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un job qui t'a permis de décoller, d'avoir vraiment plus de visibilité? Parce qu'aujourd'hui, enfin, t'as quand même un nom. Enfin, moi, en tout cas, je t'ai découverte parce que t'as fait aussi campagne pour une autre marque de bijoux. On adore, qui s'appelle J'aime. Voilà. Enfin, disons que, tu penses que est-ce que tout s'est fait un peu progressivement? Moi, je dis ça aussi, ça m'intéresse. Avec ma marque, c'est souvent une question qu'on me pose. Donc voilà, je te pose la question. Ouais, je crois que ça a vraiment été hyper progressif. Ça s'est fait un petit peu tout seul. C'est vrai que moi, je suis pas du tout une bonne, enfin, niveau marketing, je suis vraiment pas très bonne pour me vendre, tout ça, pour avoir une stratégie, comme tu dis. Et j'apprends beaucoup, du coup, de copines qui se lancent maintenant et qui ont vraiment une vision, des objectifs, des trucs. J'ai pas mal appris cette année, grâce à une de mes amies. Je pense qu'elle se reconnaîtra, même sans que je te dise son prénom. Parce que, oui, moi, je suis hyper instinctive. Et je fais un peu ce que j'ai envie de faire, et j'ai eu la chance que ça ait marché, quoi. Je me rappelle d'un projet où j'avais été très déçue parce que je postais beaucoup de photos et c'était quand même beaucoup des femmes, jolies femmes. Ça faisait du like, il y avait pas de problème. Et je sais qu'un jour j'avais shooté un garçon très très androgyne avec des cheveux très très longs, très très blonds. Et moi, j'étais super fière des photos, j'avais trop hâte de les poster. Et quand je les ai postées, j'ai eu peut-être 20 likes. Les gens n'ont pas du tout suivi. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, les gens, ils me suivent juste parce que il y a des jolies filles. Moi, c'est un petit combat que j'ai quand même au fond, c'est ça et l'agisme. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, alors je sais pas si c'est dû à mon audience ou si c'est dû au réseau social en lui-même qui sélectionne un peu ce qu'il veut bien montrer aux gens. Mais il y a quand même, c'est vrai que dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on a beaucoup moins de visibilité sur les réseaux. Mais du coup, je sélectionne les marques avec qui je travaille et j'essaye à chaque fois de les pousser vers des profils un peu plus atypiques, vers des projets qui changent un peu, à prendre un peu de risque en fait. Et par rapport à la confiance en soi, je me dis de shooter quelqu'un quand même. Est-ce que à un moment, est-ce que t'as douté de tes compétences? Est-ce que t'as un stress, je sais pas, avant une grosse campagne? J'ai déjà parlé avec d'autres photographes qui me disaient que justement des fois, gros acteur à prendre en photo, et du coup une sorte de syndrome de l'imposteur qui apparaît. Est-ce que tu as déjà ressenti ça sur un job, et comment est-ce que tu as fait peut-être pour surmonter ces doutes? Enfin, est-ce que tu as eu à un moment des craintes liées à je pense ça? qu'on en a tous. Enfin, je pense que c'est aussi ce qui nous pousse à bien faire et à faire au mieux et à être toujours un peu plus créatif. Moi, j'ai toujours peur. C'est-à-dire que même maintenant, après 200 mariages, je vais sur un mariage, j'ai toujours peur de pas faire assez bien, ou j'essaie toujours de me donner à fond. Mais je pense que c'est aussi une qualité. Je pense que si on arrive et qu'on fait 3 clics et qu'on se dit allez, c'est assez, c'est bon, c'est qu'on fait pas non plus correctement notre travail. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Faut pas non plus se mortifier et se dire qu'on est nul et qu'on va pas y arriver. C'est pas ça. C'est juste, j'espère que je vais être à la hauteur des attentes des gens et qu'ils vont être contents de leur choix. Parce qu'en plus, un mariage, tu choisis un photographe et puis tu peux pas le refaire, quoi. C'est pas comme une capsule, un truc, si ça te plaît pas, tant pis. Est-ce que tu as eu un cas où il est marié, t'es déçu des photos ou pas? J'ai eu un peu au début, parce que c'est vrai que j'avais des clients qui me correspondaient pas forcément, et j'avais une retouche qui était peut-être même encore plus moody, désaturée que maintenant. Et c'est vrai que souvent les retouches, ils me disaient c'est peut-être un peu trop sombre, mais du coup on s'arrangeait, on trouvait un compromis, soit je leur retravaillais certaines photos, on se débrouillait, mais dans ces cas-là, oui, moi j'étais toujours ouverte. Et maintenant, c'est vrai que j'ai une clientèle qui me correspond, qui vient vraiment me chercher pour les images que je fais, donc ça, c'est cool. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as une patte identifiable,
Et quand tu appréhendes un mariage, justement, parce que toi, ton style, c'est vraiment la photo en lumière naturelle. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu préfères la lumière naturelle? Mais je sais pas, je trouve que ça a un rendu vraiment qui est inimitable. Je vois tout de suite quand il y a une lumière artificielle et c'est vrai que moi je préfère. Et en plus, je pense que j'aime bien travailler avec des contraintes. Ça me cadre. Donc, est-ce qu'il y a déjà un mariage où, justement, vu que tu joues avec la lumière naturelle, est-ce que ça t'a déjà mis un peu de stress en disant la lumière n'est pas au rendez-vous ou les photos ne seront pas belles, non pas parce que je ne sais pas bien prendre les photos, parce que j'ai quand même de l'expérience, mais est-ce que justement les éléments sont contre nous? Bah, des fois, alors quand il y a vraiment trop peu de lumière ou dans les endroits un peu exigus, j'ai le flash parce que c'est vrai que des fois c'est pas possible. Mais c'est vrai que oui, on dépend aussi beaucoup de l'ambiance. Après, j'ai appris aussi avec le mariage à me détendre sur certaines choses et à me dire c'est pas parce que la lumière me plaît pas à moi que ça va pas plaire aux mariés parce que c'est ce qu'ils ont choisi finalement. Ou même des éléments de déco où je me dis ça gêne, on voit beaucoup et en fait bah s'ils l'ont mis là c'est que c'est que ça leur plaît. Donc j'ai appris à aussi faire en fonction des gens et de ce qu'ils attendent, à m'adapter un peu, à m'assouplir. C'est vrai que j'avais tendance à vouloir faire un peu trop bien. Et à ton avis, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers tes photos? Vraiment, j'aimerais bien que ce soit comme un souvenir un peu, tu vois, capturé et que les gens puissent le voir, le revoir à l'infini, quoi. C'est vrai que j'essaie de capturer toujours un maximum de choses, notamment, tu vois, les fins de cérémonie où tout le monde se fait des câlins, se dit bravo. Ça, j'aimerais bien me dédoubler en 8 personnes pour prendre tous ces moments-là parce que je trouve ça trop chouette. Et ouais, c'est vraiment ça que bah, c'est juste des souvenirs en fait. Des souvenirs aux gens, un témoignage bah, de ce qui s'est passé ce jour-là et qui soit le plus fidèle possible. En tout cas, de ce que moi j'ai perçu, parce qu'il y a toujours une part de subjectivité. Mais je pense que c'est vraiment ça. J'ai lu un article où tu disais que justement t'aimais avoir ce côté petite souris, vraiment te faire oublier pendant la cérémonie. Est-ce que, comment tu travailles en amont justement ces prises de vue avec les mariés? Est-ce que tu t'entretiens avec eux au préalable? Enfin, comment ça se passe? Comment est-ce que tu les accompagnes? Bah justement, en fait, je leur dis dès le départ qu'il faut pas vraiment faire attention à moi, qu'il y aura les photos de groupe et les photos de couple où on sera, forcément, je serai amenée à intervenir un petit peu, mais que sinon, je veux vraiment intervenir le moins possible. Il faut juste qu'ils vivent leur truc à fond, qu'ils lâchent prise, en fait. C'est ça qui est pas évident, parfois. C'est qu'ils arrivent à lâcher prise et à complètement m'oublier. Et après, moi, je suis toujours hyper discrète. Les invités, généralement, captent pas que je suis la photographe. Parce que je pense qu'on s'attend, en plus, photographe de mariage, à avoir un mec, un quinca, tu vois, photographe de mariage. Moi, j'ai vraiment cette image et je pense que les gens l'ont aussi. Et du coup, ils pensent que je suis une cousine et j'ai l'appareil photo, mais en plus, je shoote à l'écran. Donc, j'ai pas l'œil dans le viseur. Donc, je suis un peu, l'air de rien, et je fais un peu ma vie. Et les gens, captent pas vraiment. Et c'est souvent au moment des photos de groupe qu'ils me regardent et disent, ah, mais t'es la photographe, oui, oui. Ah, t'es pas une amie? Non, non. Donc il y a ce truc aussi, je me fonds un peu dans le paysage, quoi. Et tu dirais, est-ce que tu me disais que, bah, apparemment, on s'attend plutôt à ce que ce soit un homme qui soit photographe sur ce genre d'événement. Est-ce que tu as fait face à du sexisme au fil de ta carrière? Oui, souvent, enfin c'est des petits trucs, hein, mais par exemple l'adjoint ou le mec qui t'accueille dans la salle de la mairie et qui vient te voir, qui dit alors ce serait peut-être mieux que vous vous mettiez là. C'est bah non, si je me suis mise là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai c'est assez souvent ou des oncles. Il y a souvent le cliché de l'oncle qui vient te voir au mariage pour t'apprendre un petit peu comment te servir de son appareil, quoi. Et ça c'est vrai, j'ai expérimenté assez souvent. On vient souvent te voir pour te parler matériel et te dire ah mais il y a une super photo à faire là, vous devriez aller là. Oui, oui. Dans ce cas-là, tu dis oui, oui, et puis tu le fais pas, mais et puis c'est toujours des hommes. C'est jamais des femmes qui se permettent de faire ce genre de remarques. Concrètement, est-ce que ce sont toujours des femmes qui font appel à toi ou est-ce que tu as des mariés qui repèrent tes photos et qui t'écrivent? Ça arrive aussi que ce soit des hommes, ouais. Souvent quand ils sont peut-être un peu dans le métier,
Parce que c'est vrai que sinon, c'est quand même quelque chose qui est malheureusement très réservé aux femmes. L'image et l'organisation du mariage aussi, hein, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup les femmes qui s'en chargent ou en tout cas qui font ce qu'on appelle la charge mentale, hein, qui font le premier tri et après qui vont dire à leur mari, bon, bah, je vais trouver ça, tu prépares quoi? Mais c'est vrai qu'en photo, c'est souvent une préoccupation féminine, ouais. Sauf quand vraiment le futur marié est photographe ou qui travaille dans la mode ou il a un goût pour ça et du coup c'est important pour lui. C'est vrai que sinon les hommes sont quand même moins concernés par leur image, je pense, donc ils ont tendance plus à... Il y en a certains, si tu pouvais ne pas avoir de photographe, ce serait aussi bien, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais, je trouve qu'on se donne pas assez on se dit pas assez qu'on fait bien les choses. On se donne pas assez de bons points. Du coup, tu dirais que c'est quoi ton point fort? Mon point fort, je pense que c'est un peu mon intuition. C'est d'aller un petit peu... Alors après, c'est parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des opportunités, mais je pense que j'ai su les saisir aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes à faire sur tel ou tel sujet, j'ai quand même tendance à foncer et y aller. J'y vais à 100%, quoi. C'est quand je vois qu'il y a une possibilité de bien faire ou de faire un peu bouger les codes, je vais y aller franco, comme on dit. Dans ce podcast, je cherche à explorer donc les points forts de mes invités, mais aussi d'aller un peu chercher du côté des points sensibles, parce que la confiance en soi, elle n'existe pas sans des moments de faille, des moments de doute, etc. Donc, si tu permets, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a un dernier moment où tu t'es dit j'ai peur, mais j'y vais? Parce que t'es quand même apparemment fonceuse. Tu écoutes beaucoup ton instinct, mais est-ce que quand même il y a eu des moments de vertige où tu t'es dit waouh, j'ai trop peur, mais j'avance? Ne serait-ce que quand tu m'as proposé ce podcast, j'ai quand même eu un doute en me disant est-ce que je veux pas te dire n'importe quoi? Et en fait, je crois qu'il faut pas trop réfléchir quand on est comme ça. Moi, j'ai appris à pas trop m'écouter non plus, à essayer de prendre le dessus. C'est vrai que si je m'écoute, je me dis je vais dire n'importe quoi, je vais regretter, ça va pas me ressembler. Et puis peut-être pas à repousser, mais juste à pas le faire, quoi. Donc non, là, je me suis dit allez, tu dis oui, de toute façon tu t'es engagée, c'est bon. Et les premiers mariages que j'ai faits, j'avais super peur. J'en cauchemardais la nuit. Je me réveillais le matin, j'avais loupé le bisou, c'était il fallait que je me prenne une journée off la veille pour être sûre d'avoir bien préparé mon matos, que tout aille bien, les cartes et tout, pas avoir fait de bêtises, que le matos fonctionne. Donc oui, il y a quand même une appréhension à chaque fois, mais toujours maintenant beaucoup moins. Mais oui, mes premiers mariages, c'était, je t'ai dit vraiment, j'en rêvais la nuit. Est-ce que du coup, tu as une personne dans ton entourage qui a été là pour toi, ou même plusieurs, enfin, dans ces moments de doute? Donc tu me dis que tu prends un jour off pour te préparer, mais est-ce que tu te confies à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que tu te prépares? Juste, je suis dans ma bulle et j'essaye d'être tranquille, de pas me stresser avec d'autres trucs, tu vois, de vraiment mettre le reste sur pause et de me dire voilà, je suis déjà stressée pour ce truc-là, je vais pas en rajouter. Et oui, c'est vrai que je me confie pas. J'arrive pas à avoir l'intérêt de me confier. C'est terrible dit comme ça, mais je vois pas ce que ça changerait en fait. J'ai peur, c'est à moi d'y aller, quoi. Personne va le faire à ma place, donc non, je reste dans mon coin tranquille avec les chats et ça va passer. Je vais y aller et tout va bien se passer en fait. Il y a aussi ce truc de à force de le faire, de te pousser, tu te rends compte que ça se passe bien en fait à chaque fois et qu'il y a aucune raison d'avoir peur. Même si cette peur est toujours un peu là, maintenant je me rends bien compte qu'il y a aucune raison. Et de toute façon, comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Si mes 3 appareils doivent tomber en rade au même moment, ça arrivera que j'ai peur ou pas, quoi. Donc voilà, il y a un petit mélange de l'appréhension, mais quand même savoir se foncer malgré tout. Et tu dirais qu'il y a, par rapport à ce que tu disais sur l'expérience, est-ce que tu as une expérience en particulier qui t'a aidé à vraiment faire grandir ta confiance en toi, ou finalement c'est un peu la somme de tous les mariages que tu as pu faire qui aujourd'hui t'aide à appréhender les mariages de manière plus... Même si la peur, je pense, doit toujours être un peu là quelque part. Il y a toujours une petite peur au fond, mais oui, c'est de me dire qu'à chaque fois tout se passe bien et d'avoir des bons retours en fait des gens. C'est vrai que c'est hyper valorisant quand on dit
Parce que j'entends plusieurs fois par semaine que mes photos sont trop belles, donc tu vois, il y a un truc quand même qui te donne confiance en toi, d'avoir l'approbation de plein de gens. Parce que c'est vrai que je croise du coup les mariages, c'est quand même particulier parce que je dois croiser une centaine de personnes par semaine entre mai et octobre. C'est quand même tu croises quand même beaucoup de monde. Il y a quand même une énergie qui te porte. Et comment tu trouves l'énergie dans ces moments de shoot intense? Comment est-ce que tu te ressources? Comment est-ce que tu prends soin de toi, justement? En étant beaucoup toute seule, je pense que je suis très introvertie. Moi, l'énergie, elle revient. Et en même temps, pas que, parce que quand je suis entourée de personnes bienveillantes et que c'est la fête et tout ça, c'est vraiment pas pénible. Je sais qu'il y a des photographes pour qui c'est difficile de tenir toute la journée. Et moi, je suis vraiment portée par l'énergie du jour J, quoi. Moi, je la vois pas passer la journée maintenant. Alors qu'avant, je pouvais un peu parce que je me posais plein de questions techniques, j'avais peur de mal faire, tout ça. Et là, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Je vois vraiment pas la journée défiler. Pourtant, c'est des longues journées et on est debout et à chaque fois, les gens sont là, tu veux pas t'asseoir? Non, non, ça va. Moi, je suis vraiment, pour l'instant, tout va bien, quoi. Je suis dans mon élément. Et c'est vrai qu'après, la semaine, je vais être beaucoup plus tranquille chez moi avec les plantes, les chats. Je passe énormément de temps chez moi. C'est vrai que quand tu me parles, tu vois, je fais du yoga, on me parle d'endroit refuge, tu vois. L'endroit refuge, moi, c'est mon canapé, tu vois. Je suis trop bien sur mon canapé. Ok. D'après toi, quel est un peu ton point sensible, j'ai envie de dire une faille ou une pensée limitante qui peuvent te bloquer dans la vie et comment tu fais pour justement surmonter ça? Alors, je sais pas comment je fais pour le surmonter. Je pense que j'ai la petite voix de ma mère qui me dit, mais c'est pas grave, allez, vas-y. Mais oui, la peur de mal faire. C'est vrai qu'elle est toujours un peu présente. Moi, je sais qu'au début, mon site internet, je l'ai refait, mais j'y retournais tous les jours. Je pense modifier des petits trucs. Personne voyait la différence, mais moi, je le voyais. Moi, c'était important. Et après, je pense que ça m'a jamais non plus empêché de faire des choses, mais j'ai perdu du temps, clairement, sur des détails, des trucs à vouloir, ouais, que tout soit parfait. Et alors que des fois, il suffit juste d'y aller et ça va passer, et il y aura pas de problème. Mais la peur de mal faire et de pas faire assez bien. Il y a toujours un peu ce truc-là. Je pense que c'est très scolaire aussi. On nous apprend à l'école à toujours faire mieux, à être noté en permanence sur tout ce qu'on fait. Du coup, forcément, je pense que ça laisse des petits stigmates. Est-ce que ta meilleure amie pourrait dire de toi que dans la vie, tu es sûre de toi? Je pense, oui. Par rapport à effectivement pas mal de gens de mon entourage, je pense que oui. Oui, j'ai pas trop en tout cas, ça va jamais me limiter ou m'empêcher de faire quelque chose. Je vais toujours réussir à y aller, quoi, à prendre sur moi. Et c'est le seul truc, c'est qu'il faut que je le sente. J'ai envie de le faire, et si j'ai envie de le faire, je le ferai, même si j'ai peur. Je pense que ça vient de beaucoup de mon enfance. Enfin, on parlait tout à l'heure, je pense que j'ai eu une enfance hyper privilégiée. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mère qui m'a poussée, mais tout en étant dans la bienveillance, je pense. J'ai jamais été rabaissée et j'ai toujours été valorisée aussi sur plein de choses qui étaient pas physiques. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup de jeunes filles, on leur dit ah t'es jolie, t'es machin. Moi, j'avais des fois des gens extérieurs, des tatas, qu'est-ce qu'elle est jolie. Mais c'était pas systématique, et mes parents, c'était pas du tout ça. Et je pense que ça a été hyper important. C'est pour mes parents, j'étais intelligente, j'étais curieuse, j'étais autonome, tu vois ce que je disais tout à l'heure. Mais il y avait pas, le physique, on s'en fichait un peu. Et je pense que j'ai pris conscience de ça assez tôt, que finalement le physique, on n'avait pas grand-chose à faire. Après, ça peut t'ouvrir des portes, c'est peut-être un peu hypocrite de dire ça aussi, parce qu'on est dans une société où, voilà. Mais je pense que pour la confiance en soi, ce truc de limiter les femmes, surtout à leur apparence et tout ça, je pense que c'est pas le sujet. Je pense que c'est surtout ce qu'on fait qui nous donne confiance en nous. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Canon. Est-ce que on en a un petit peu parlé, mais est-ce que donc tu dirais que est-ce que tu as eu un échec et est-ce que qu'est-ce que t'en as appris et est-ce que ça t'a rendue aussi plus forte? Alors, plus forte, je sais pas, mais il y a quand même eu un gros échec dans ma vie, ça a été le permis de conduire. J'ai essayé de passer 3 fois et j'ai fini par me dire c'est pas du tout mon truc, quoi.
Et c'est vrai que j'ai fini par me dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas ton truc, t'as d'autres qualités, t'es flippé au volant, c'est pas grave, quoi, tu vas faire sans. Je le repasserai sûrement un jour quand je serai un peu plus décontractée. Mais c'est vrai que oui, apprendre, bah, c'était un peu mon vrai premier échec, en fait, bizarrement. J'ai eu la chance que ça se fasse assez naturellement, tu vois, la photo, tout ça. Et c'est vrai que oui, le permis, ça me reste quand même un peu là. Mais ça, ouais, ça apprend à relativiser, à se dire c'est pas grave, j'ai d'autres qualités, quoi. On a tous des failles, je pense. Faut juste les accepter et faire avec, quoi. Est-ce que tu dirais qu'il y a une situation qui peut être pour toi ce que j'appelle un confidence killer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire ou tu vois, si on peut mettre en cause justement ta manière de prendre des photos, etc. Est-ce qu'il y a une situation typique où ça va te faire perdre tes moyens? Pas forcément. Ce qui peut m'énerver, c'est si on remet en cause mes intentions, ma volonté de bien faire. Ça peut me titiller parce que je fais les choses toujours hyper sincèrement. Et si on doute de ça, c'est pas terrible. Ça, je peux assez, ouais, mal le vivre, je pense. Du coup, j'avais une petite question pour toi. Maintenant, j'aimerais un peu parler plus du self-love et voir comment tu prends soin de toi et ta confiance en toi. Et d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu prends soin de ton corps? C'est vrai que quand on pense femme, soin de soi, on imagine un petit peu le petit moment dans la salle de bain. Alors je fais attention, j'hydrate ma peau, tout ça. Et moi, ça va surtout être prendre des moments pour moi, en fait. Donc beaucoup, faire des choses que j'aime, en fait, tout simplement. Et ça, c'est très variable, ça dépend des périodes. Mais c'est beaucoup du coup m'occuper de mes plantes. Si je passe un temps assez fou. Et sinon, ça va être faire du yoga, faire un peu de sport. C'est surtout être des moments qualitatifs, en fait, pour moi. M'offrir un petit truc de temps en temps, un petit massage. Ça, c'est pas mal. Pas mal de T'as une petits adresse à massages. nous recommander? Je vais pas mal chez M, boulevard des Filles du Calvaire. Et sinon, pour les massages du visage, Alana Facialiste, je t'enverrai le contact si tu veux. Ok. Est-ce que tu dirais que t'es sensible au regard des autres? Non. J'ai appris à m'en fiche un peu. Je pense que je me suis rendu compte aussi en shootant plein de mannequins et tout ça, on peut jamais plaire à tout le monde en fait. Même cette idée de la perfection qu'on se fait, il y aura toujours une partie des gens à qui ça plaira pas. Et je pense qu'il faut juste vivre pour soi et le regard des autres. De toute façon, je peux sortir de chez moi sans déjà je me maquille pas vraiment, mais je peux sortir de chez moi le matin sans me regarder dans la glace et aller dehors et je je m'en fiche. Je suis en pyjama, j'en ai pas grand-chose à faire. Je pense qu'on est toujours beaucoup plus centré sur soi. Les gens dans la rue, ils font pas attention, quoi. C'est clair. Je veux pas regarder en détail les gens dans la rue. Est-ce qu'il est bien habillé, lui, ce matin? Je pense qu'on s'en fiche. Donc, je pense qu'on est toujours beaucoup plus critique, soi envers soi-même que les autres le sont. Je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est nos peurs qu'on met dans le regard des autres, mais finalement, les autres s'en fichent un peu de ce que tu fais, de ce que tu portes. Je suis d'accord. Est-ce que du coup, tu dirais que il y a une chose qui te rend fière de toi? Enfin, qu'est-ce qui te rend fière? Mon métier, je pense, pas mal. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours très positifs. Immortaliser les souvenirs des gens. C'est vrai que du coup, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je sais bien faire. Et c'est quand même assez précieux quand même comme savoir-faire. Et c'est vrai que je suis assez fière du coup de le mettre un peu au service des gens qui puissent faire appel à moi. Et je sais que du coup, la bague de points, ça a été un de tes premiers achats. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce bijou en particulier? Je sais pas, je le trouvais incroyable. Visuellement, je trouvais ça super cool en plus d'envelopper tous les doigts. Et c'est vrai qu'il y a un côté très fort à avoir une grosse pièce comme ça. Moi, j'adore de toute façon les grosses pièces en bijoux. C'est vrai que je suis pas très petites accumulations. Moi, j'aime bien qu'il y ait un gros bijou. C'est comme tu les appelles des sculptures. Moi, je trouve ça très beau visuellement d'avoir une grosse pièce. C'est comme un vêtement pour moi.
je trouve. Et au moment où tu l'as acheté, est-ce que c'était un moment particulier dans ta vie? C'était un moment de self-love, tu vois, où je me suis dit, t'as bien travaillé cette année, tu vas te prendre un bijou, tu vois. Je crois qu'il y avait ce truc-là. Ouais, je crois que c'était en décembre l'année dernière que j'étais venue. Et ouais, c'est de me dire, bah t'as bien bossé cette année, cadeau. C'est un cadeau de moi à moi. Une récompense. Ouais, récompense, tout à fait. Trop bien. Est-ce que j'ai cru comprendre que tu adores la lecture? Il y a plein de Ou livres. sinon, est-ce que tu as un livre que tu as lu et qui t'a profondément marqué dans ce que tu es aujourd'hui et qui fait partie un peu de tes livres Ouais, c'était il y a un moment, Antigone. Je pense que du coup, ça surprendra pas trop. Parce que oui, héroïne du coup féminine et qui transcende pas mal les règles. Ça m'avait marqué. Je sais plus quand est-ce que je l'avais découvert au collège et j'avais relu il y a pas si longtemps et ça m'a beaucoup marqué. Ça et aussi le livre de Madeleine Miller sur Circé qui m'a pas mal plu aussi. Toujours des femmes qui prennent un peu le pouvoir. J'aime bien. Je me suis même fait tatouer une Circé sur le bras. Ah ouais. Ouais. Canon. Mm. Et quand je regardais sur ton Instagram, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photos de toi. Est-ce que tu dirais que tu as envie de te cacher ou c'est parce qu'en tant que photographe, tu préfères mettre en avant les autres? Toujours un peu dans ce truc de, je préfère mettre en avant ce que je fais plutôt que juste le physique. Je pense que j'ai été élevée aussi un peu comme ça. C'était surtout important de faire et de bien faire. Mais plutôt que oui de juste être, et c'est vrai que ma tête je la connais et c'est vrai que l'enveloppe le physique, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse ni même chez les gens vraiment on choisit pas ses amis pour leur physique, tu vois. On s'en fiche un peu. Donc c'est vrai que je m'applique un peu la même règle en fait en quelque sorte. Ok. Écoute, je vais te poser un peu la question de la fin. Mm-hmm. Je voudrais savoir, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu te sens alignée avec toi-même? Oui. Et pourquoi? Oui. Je pense que j'ai réussi à faire un métier que j'aime, ce qui n'était pas gagné quand je repense à il y a 15 ans, quand je suis sortie du lycée et je me disais, oh là là, ça va être la catastrophe. Et ouais, surtout, j'ai appris à être plus sereine. Tu vois, entre-temps, j'ai quand même une autre perception de la vie. Et aussi par les expériences, les gens que je rencontre. C'est vrai que je rencontre beaucoup de gens différents qui m'apprennent pas mal de choses à chaque fois. Et souvent, pendant 2 heures de shoot, je me retrouve à discuter de sujets hyper importants avec les gens. Donc je pense que ça aussi, les expériences des autres m'ont pas mal appris. Et du coup, est-ce que tu as en tête un objectif que tu t'es fixé peut-être pour le mois prochain, l'année prochaine? Pas pour le mois prochain. Après, j'ai toujours ce truc de mariage en Grèce quand même, ça me trotte. J'aimerais bien quand même, toujours aller un peu plus loin dans les images. Et là, j'ai des projets aussi avec des créatrices de robes de mariée pour faire des choses qui changent un peu. On va essayer de parler justement de ce que j'évoquais tout à l'heure, les tailles 36 et compagnie. On va essayer de faire des shoots plus inclusifs et du coup sous forme de projets perso pour essayer d'inspirer les autres et qui se disent c'est possible de faire un truc joli et inspirant et surtout voir si si on a de bons retours aussi des gens. Sinon j'ai des côtés perso, j'ai quand même pas mal de petits steps à franchir. Là, le yoga, c'est vrai que c'est pas mal le yoga pour se mettre des petits objectifs. Là, tu penses à une posture, tu la travailles pendant des mois et après tu te dis dans 2 mois j'arriverai à faire ça. Il y a le petit côté challenge qui me va bien. Donc je me dis peut-être l'année prochaine j'arriverai à faire un handstand parfait sur les bras, peut-être. Et donc tu as tous ces beaux projets. Aujourd'hui, tu es seule et tu t'occupes de gérer toute la post-prod de tous ces mariages. Est-ce que tu te vois dans les mois prochains recruter des gens pour t'accompagner, faire grandir peut-être même ton nom comme une agence en fait? Je pense pas. Moi j'aime bien avoir du contrôle sur les choses. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je suis un peu contrôle fric sur les bords. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Il faut que ce soit moi qui fasse de A à Z, même répondre aux mails. J'ai pensé plusieurs fois à avoir quelqu'un qui s'en occupe, mais c'est quand même très compliqué pour moi de lâcher le bébé un peu
J'ai essayé de diversifier mon portfolio, ajouter de nouvelles expériences, mais je vais pas chercher à toujours plus. Ok, non mais c'est très bien. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé creuser, par exemple? Si, il y a peut-être un point aussi qui me chafouine un peu, c'est toujours ce truc un peu de l'agisme et de la représentation de la femme passé un certain âge. Je trouve que, surtout en photo, quand on bosse un peu dans le mannequinat et tout ça, c'est vraiment un truc, faudrait vraiment que ça change parce que c'est toujours, il y a toujours ce truc-là de la représentation. La femme doit être jeune et si elle est pas jeune, elle est un peu périmée. Il y a un truc et les rides et tout ça. Moi, je le vois dès que je shoote une personne qui a 35-40 ans, s'il y a des petits défauts sur son visage, des petites marques, des petits trucs, elle va me demander de retoucher. Alors que moi, mon ADN, c'est de faire justement des choses très, très naturelles. Et c'est vrai que dès qu'on voit des petits défauts qu'on n'est pas habitué à voir à l'écran ou en photo, tout de suite, ça gêne, en fait. Je vois que c'est tout de suite un point hyper bloquant. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien... Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que c'est difficile de trouver des femmes qui se laissent photographier vraiment telles qu'elles sont à partir de un certain âge. Écoute, j'espère que tu contribueras à changer la vision de la femme avec tes portraits. Mais en tout cas, Marion, merci infiniment pour ton temps. Avec plaisir, merci à toi. M'avoir accueilli chez toi avec tes chats et tes plantes. C'est vraiment une jungle. Une petite jungle urbaine. Ici. Et écoute, on te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. On l'espère pour toi, un mariage en Grèce. Mariage en Grèce, je crois qu'on a bien compris. Si vous vous mariez en Grèce l'année prochaine, n'hésitez pas. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a montré tout ce qu'il est possible de réaliser en se faisant confiance. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser une note de 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi nous dire ce que tu en as pensé en le repartageant sur Instagram, sans oublier de nous taguer @ocan_studio. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Point Fort.